Ce qui me fascine le plus dans l'univers de One Piece, c'est la quantité de théories que l'on peut trouver. Fruit du démon, acquis, siècle oublié, tout est passé au peigne fin. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 4 théories qui me tiennent particulièrement à cœur. Des théories qui sont exposées un peu par-ci et un peu par-là. Alors accrochez-vous confortablement, car il se peut que je vous révèle des théories assez surprenantes. Sans oublier de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour le soutien. Ne perdons pas plus de temps et entamons cette vidéo avec la première théorie. Laissez-moi vous mettre un peu dans le bain. Hancock est la dernière des Shichibukai à nous être présentée sur l'île d'Amazon Lily. Elle est d'ailleurs la seule femme membre des Shichibukai et est la commandante de l'armée Guja. Des femmes extrêmement redoutables qui maîtrisent le haki. Elle est toujours accompagnée de son serpent Salomé et de ses 2 sœurs, Marigold et Sandersonia. Dotée aussi du Mero Mero no Mi, Hancock dispose d'un axe assez élevé dans l'univers de One Piece, lui permettant aisément de pétrifier tout être vivant ou non qui se fait toucher par le porteur. Mais alors, d'où vient le problème, me demanderez-vous? Eh bien, c'est son fruit du démon. Je m'explique. Dernièrement, nous avons eu la révélation du véritable fruit du démon de Luffy, passant d'un paramécia à un Zoan. On peut supposer que d'autres fruits ne sont pas ce qu'ils semblent être au premier abord. Et c'est là où commence cette théorie qui nous amènera à penser que Hancock possède elle aussi le Zoan divin de la Méduse. Méduse et Hancock partagent beaucoup trop de similarités. Tout au long de l'œuvre, l'auteur a toujours aimé s'inspirer de mythes et légendes pour la création de ses personnages, et Hancock n'échappe pas à cette règle. Pour ceux qui ne connaissent pas le mythe de Méduse, laissez-moi vous éclairer. D'une beauté sans pareille, Méduse faisait chavirer n'importe quel homme qui avait le malheur de croiser son chemin, affectant même Poséidon, le dieu de la mer, qui dans un élan la viola dans un temple dédié à Athéna. Pour punir cet acte, Athéna s'en prit naturellement à la violer, décidant donc de la maudire et de la tourner en monstre. De sublime à hideuse, Méduse se retira avec ses 2 sœurs sur une île de l'Ouest, complètement isolée. À présent d'un regard, Méduse pouvait pétrifier toute chose qui avait le malheur de croiser ses yeux. Et avec ces éléments, on peut déjà faire un rapprochement avec Hancock. Tout comme Méduse, Hancock possède 2 sœurs et a le pouvoir de pétrifier ce qu'elle veut, vivant comme non vivant. Elle et ses sœurs sont surnommées les sœurs Gorgogne, comme Méduse et ses sœurs, Sténo et Euryale. Hancock est considérée comme la plus belle femme de One Piece, même beauté qui fut dans les mains de Méduse. Les 2 femmes ont été victimes des atrocités provenant de la mer. Une violée par le dieu de la mer, l'autre kidnappée par des mercenaires sur son bateau. Toutes 2 furent maudites par les dieux, Méduse par Athéna, Hancock par les dragons célestes en la forçant à manger un fruit du démon. Et comment se considèrent les dragons célestes? En effet, comme des dieux. Toutes 2 vivent sur des îles isolées difficiles d'accès, et si vous vous souvenez bien, Hancock et ses sœurs ont expliqué au peuple Guja avoir vaincu un monstre nommé Méduse qui les aurait maudites avant de mourir pour donner une explication à leur pouvoir. De plus, Méduse est associée le plus souvent à Artémis. Et devinez quoi? Les Amazones se considèrent toutes comme les filles d'Artémis, qui sont toutes dévouées à Hancock, faisant d'elle leur Artémis. La similarité ne s'arrête pas là. Si vous vous souvenez bien, à chaque rencontre de Luffy et Hancock, ils se retrouvent dans des sources thermales. Et Méduse est pour la plupart du temps associée aux sources thermales. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, rappelez-vous d'un détail. Lors de l'abolition des Shichibukai, Barbe Noire s'est déplacé personnellement pour mettre la main sur le fruit du démon de Hancock. Et ce genre de déplacement, il ne l'a fait que 2 fois. Pour le Yami Yami no Mi en tuant Satch dans le navire de Barbe Blanche et pour le Gura Gura no Mi en commettant un parricide à Marineford. On voit alors qu'il considère le fruit de Hancock tout aussi spécial que celui du Gura et du Yami. Sans oublier que si l'on considère bien, les 2 sœurs de Hancock possèdent des Zoan en relation avec des serpents et elles, Hancock, possèdent un paramécia alors que leurs fruits leur ont été donnés à Marijoa. Et si vous vous souvenez bien, lors du flashback de Kuma, on pouvait déjà apercevoir que les dragons célestes détenaient depuis de longues dates des fruits extrêmement puissants et rares, comme le fruit de Kaido ou celui de Kuma. Alors pourquoi pour celui de Hancock serait-il différent? Dernier argument, lorsque Barbe Noire était face à l'impératrice, elle lui a clairement dit qu'une fois pétrifiée,
Personne à part l'actuel possesseur ne peut révoquer la transformation et que même le prochain utilisateur ne pourra rien y faire, sous-entendant que c'est une malédiction révocable seulement par l'utilisateur. Et si on fait le rapprochement avec le mythe de Méduse, même après la mort de cette dernière, personne n'est libéré de sa prison de pierre, même si son pouvoir est toujours actif. Bon, à partir de ce moment, j'entends déjà certains me dire Esnik du groupe des Séraphins. Mais ne vous inquiétez pas, j'y viens. Dernièrement, Oda a révélé dans le SBS volume 106 que le pouvoir de Esnik use de ce qui est mignon ou beau pour subir la pétrification. De ce que l'on sait sur le Miro-Mironomi, il se base essentiellement sur l'attirance qu'une personne peut éprouver envers Hancock. Mais pourquoi pour le cas de Esnik cela change? Rappelez-vous, au début de l'arc Egghead, Vegapunk nous explique clairement que pour l'instant, même avec le facteur de lignage, il n'arrive toujours pas à reproduire les Zoan, dû à leur volonté propre. Quand il a essayé de reproduire le fruit de Kaido, le problème s'est situé au niveau de la couleur. Si vous avez bien suivi, vous voyez déjà où je veux en venir. La nature du fruit de Hancock a changé lorsqu'il est passé aux mains de Esnik, se basant à présent sur tout ce qui est mignon. Alors que tous les fruits du démon de type Paramecia, copiés et insérés dans le sang vert des séraphins, n'ont pas changé. Pourquoi d'après vous? Serait-ce parce que ce fruit n'est pas un Paramecia? On peut aussi se demander pourquoi depuis le début de l'œuvre, Hancock n'a toujours pas eu de véritable combat où on voit réellement ses capacités à l'œuvre, alors qu'elle a eu plusieurs arcs dans lesquels elle aurait pu avoir cela. De cette remarque, je retire bien évidemment les films et me préoccupe de l'œuvre originale. Il faut croire que même Doflamingo et Mihawk ont eu des adversaires à Marineford, alors qu'on n'était toujours pas dans un arc où ils étaient à l'œuvre. Serait-ce une manœuvre de la part d'Oda pour nous cacher quelque chose? C'est une question où la réponse se trouve dans le futur. Mais ce qui est sûr, l'impératrice pirate nous cache encore pas mal de secrets. N'oublions pas ce qui fait la fierté de l'impératrice, c'est sa beauté. Et l'abandonner pour se transformer en un monstre à tête de serpent, d'ailes dorées et d'écailles serait un supplice pour elle. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que j'ai entamé une quête de recherche pour trouver les différentes divinités évoquées lors du chapitre 287 par Mousse. Dans ce chapitre, elle évoque 4 divinités, le dieu du soleil, le dieu de la pluie, le dieu de la forêt et le dieu de la terre. Ces différents dieux à cette époque n'avaient pas trop d'importance puisqu'il n'y avait aucun indice pour les relier à de quelconques personnages. Mais après 731 chapitres, soit le chapitre 1018, on a la mention de Nika, le dieu soleil, qui nous est révélé bien plus tard être nul autre que Luffy. Alors si on part de ce principe, c'est qu'il y a aussi 3 autres personnages liés à ces dieux. C'était l'hypothèse que j'avais formulée. Et à ma grande surprise, elle s'avéra vraie, car Monkey D. Dragon possède un lien très fort avec le dieu de la pluie, qui lui est lié au dieu du soleil. Laissez-moi vous expliquer ma théorie. Du nom de Shu, il est le dieu de la pluie de la mythologie égyptienne qui fait partie de la grande Ennéade d'Héliopolis, au même titre que Ra, dieu du soleil. Commençons d'abord par son nom Shu, qui possède plusieurs significations. Se lever, soulever, celui qui se lève, celui qui soulève ou encore air lumineux. Avec ces différentes significations, on comprend déjà sa mission. Il est celui qui élève et qui apporte une nouvelle ère, une ère lumineuse et plus pure. Partant de ce principe, on peut déjà faire un rapprochement avec Dragon. Faisant autrefois partie de la marine, il a abandonné son poste pour créer l'armée révolutionnaire, pour émanciper les pays opprimés par le gouvernement. Les révolutionnaires ont pour fonction d'élever les populations et de leur apporter une nouvelle vie, une vie meilleure que celle qu'ils ont. C'est là leur fonction première, fonction partagée avec le dieu de la pluie, Shu. Tous deux apportent une ère lumineuse au monde par leur action de soulever. De plus, Shu est la personnification de l'air. Il est décrit comme étant le souffle vital, pouvant contrôler les phénomènes météorologiques. Et si vous vous souvenez bien, lors de la première apparition de Monkey D. Dragon, on a assisté à des phénomènes météorologiques. Pluie, foudre, bourrasques intenses. Tout ça au même endroit et à des périodes réduites. Coïncidence? Je ne pense pas. Tous ces phénomènes ont un rapport avec l'arrivée de Dragon. À cela s'ajoute que Shu est porteur de vie. Et quelle est la couleur qui symbolise la vie? C'est le vert. Et depuis que l'on connaît Dragon, il est toujours vêtu d'une cape de couleur verte. Et il est d'ailleurs le seul révolutionnaire à avoir cette cape. Mais les coïncidences ne s'arrêtent pas là. Shu possède une plume d'autruche de couleur rouge de profil. Et Dragon porte une marque de profil de couleur rouge.
En plus de tous ces éléments, les attributs de Shu sont souvent remplacés par les 4 plumes d'Honoris, commandant les 4 points cardinaux. Rappelez-moi, combien y a-t-il de commandants chez les révolutionnaires? Il y a 4 commandants qui supervisent chacun les 4 points cardinaux. Et si cela ne vous suffit pas, écoutez ce récit. Shu est attesté comme maître de l'air. Il en est la substance vivifiante, le souffle vital, le principe de vie même, qu'il est censé transmettre aux morts qui espèrent son intervention. Il commande au vent, maître des 4 vents du ciel. De plus, il est le rayon lumineux qui ouvre le chemin à Ra, quand il voyage dans l'horizon. Il défend le soleil contre les forces des ténèbres, étant le fils de Ra. Tout comme Shu, Monkey D. Dragon est le souffle vital de l'armée révolutionnaire. Il transmet une intervention auprès des peuples opprimés par le gouvernement mondial et il les libère des ténèbres. Il commande les 4 commandants de l'armée révolutionnaire et il aide dans l'ombre son fils Luffy qui symbolise Ra, le dieu du soleil. Il y a beaucoup trop d'éléments qui rapprochent Monkey D. Dragon et Shu. Et c'est pour cela que je pense que Dragon serait ce dieu de la pluie décrit au chapitre 287, s'inspirant de Shu, le dieu de la pluie. Durant l'arc Onigashima, on a assisté à la défaite des 2 Yonko, Kaido et Big Mom. Les 2 empereurs se sont retrouvés coincés dans une poche de magma en dessous de Wano. On pourra alors se demander que leur est-il arrivé après cet événement? Sont-ils morts? Sont-ils coincés dans le magma ou bien se sont-ils échappés? Plusieurs questions se posent. De ce que l'on sait, Kaido et Big Mom sont des monstres d'endurance et de résistance, de véritables bunkers. Alors il serait très surprenant de leur part que le magma ait réussi à les tuer. D'autant plus qu'il aurait suffi à Kaido de se jeter dans un volcan pour parvenir à son souhait de mourir. Autre élément qu'il faut prendre en compte, lorsque Barbe Blanche est mort à Marineford, sa mort a été annoncée par le narrateur. Et ce procédé a été utilisé pour la mort d'Ace, tandis que Kaido et Big Mom, rien, à part l'annonce de leur défaite par l'auteur. Ce qui laisse supposer que les 2 empereurs sont peut-être encore en vie. Ils ont peut-être perdu, mais ils ne sont sûrement pas morts. Et les indices ne cessent de s'empiler pour un retour possible des Yonko. Mais ici, on s'intéressera à celle de Big Mom. En effet, juste après la chute de Kaido, dans le chapitre 1053, on apprend une information nous révélant que l'équipage de Big Mom est en mouvement. Il faut croire que l'équipage qui a suivi Big Mom à Wano n'a servi strictement à rien, à part se faire éjecter 2 fois de suite. Si Oda a décidé de les faire venir et d'empêcher une action de leur part, c'est pour une raison bien précise. Ils disposent de la carte de vie de leur mère, ils peuvent donc la localiser en cas de danger. On peut aussi prendre le film Red, qui même s'il n'est pas canon, se déroule après Wano. Et dedans, on aperçoit bien la Yonko vivante, vêtue d'une tenue différente. Un indice qu'il ne faudrait pas négliger. Nous savons aussi que la prochaine aventure se déroulera à Elbaf, île qui depuis toujours a été reliée à Big Mom. Il serait normal de la voir débarquer sur cette île pour permettre la conclusion de son développement. Elle possède un lien conflictuel avec les gens depuis enfant, et ça nous le savons. Dernièrement, nous avons eu l'apparition des membres de son équipage, Smoothie et Katakuri respectivement au chapitre 1114 et 1119. Et de ce que l'on peut dire, la partie de l'équipage venue à Wano n'est toujours pas rentrée à Whole Cake Island. Alors que lors de la discussion de Big Mom avec Kaido au chapitre 906, il aura fallu à Big Mom 24 chapitres pour quitter Whole Cake et atteindre Wano. Tandis qu'après la nouvelle de leur déplacement au chapitre 1053 jusqu'au chapitre 1114, 61 chapitres se sont écoulés. Sans parler du fait que Katakuri est au courant de la capture de Pudding par Barbe Noire et ne tente rien pour aller la secourir, alors que pour lui, la famille passe avant tout. Surtout que dans le film Red, Katakuri est directement allé retrouver sa sœur brûlée une fois que cette dernière a été capturée. Je sais que la relation entre Katakuri et Brûlé est plus forte que celle qu'il entretient avec ses autres frères et sœurs, mais il n'en reste pas moins qu'elle fait partie de sa famille. Donc une intervention de sa part ne serait pas non justifiée. N'oublions pas aussi que lors de la mort de Barbe Blanche, son équipage a décidé de venger sa mort en affrontant Barbe Noire, chose qui n'a pas été présente pour l'équipage de Big Mom. Il possède le meilleur réseau d'information du Nouveau Monde, alors retrouver la trace de Kid et Law n'aurait pas été un problème pour eux. C'est pour toutes ces raisons, citées plus tôt, que je pense qu'il ne faudrait pas croire en la mort de Big Mom. Les géants partagent beaucoup de similarités avec la mythologie nordique. Loki, qui est leur prince, fait référence au dieu Loki, dieu de la malice, de la discorde et des illusions. L'usage des techniques et nourritures liées aux Vikings et l'immense arbre qu'on peut apercevoir lors du flashback de Big Mom qui fait penser à l'arbre monde
Il serait donc logique que durant cet arc, le Ragnarok, dénouement des Nordiens, débute. Et l'élément déclencheur de cette catastrophe pourrait très bien être Big Mom. Il ne faudrait pas croire en la mort de Big Mom et Kaido, car on ne se débarrasse pas aussi facilement de la mauvaise herbe. Et l'un d'eux pourrait bien nous surprendre à l'avenir avec l'arc Elbaf. C'est au chapitre 1069 que nous est exposée la théorie de Vegapunk sur l'origine des fruits du démon. Il nous informe que selon lui, un fruit du démon est la concrétisation d'un désir d'évolution de l'homme et que ses pouvoirs représentent l'avenir de l'humanité sous toutes ses formes. Mais de par leur caractère contre nature, ils portent en eux une malédiction, celle de se voir rejetés par la mère, l'origine de toute vie. De cette théorie, l'on retient deux choses importantes. La première des choses sont que les hommes sont responsables des fruits du démon. Et la seconde, ces fruits appelés fruits du démon sont rejetés par la mère sous forme d'une malédiction. Vegapunk est un scientifique assez fou qui a élaboré bon nombre de théories et constats. De ce que l'on peut dire, il est rare qu'il se trompe. Voilà pourquoi je me pose à présent la question. Et si cette théorie était la clé pour comprendre le rapport entre les dits et le gouvernement mondial, ou bien entre Imu et le Gorosei? Laissez-moi à présent vous expliquer cette fameuse théorie. De ce que l'on sait, il y a 800 ans vivait l'Ancien Royaume. Un royaume doté d'un arsenal et d'une avancée technologique encore jamais vue dans l'univers de One Piece. Pour les renverser, 20 royaumes se sont alliés et ont causé la ruine de ce royaume et de toutes leurs découvertes. À la suite de cela, ils ont érigé le gouvernement mondial et se sont installés à Maréjoie, avec leur famille en tant que créateurs du monde. C'est l'histoire qui est racontée depuis le début, mais on ne sait pas quelle était la cause de ce retournement. Quelle était la faute commise par l'ancien royaume qui a nécessité une destruction complète et définitive? Eh bien, je dirais d'avoir trop rêvé. Toute personne qui apparaît dans l'univers de One Piece est motivée par ce que l'on peut appeler le rêve. Tout le monde rêve et veut réaliser son rêve. C'est une inspiration qui est partagée par les pirates du monde entier ainsi que les soldats de la marine. Comme Barbe Noire le dit bien, les gens ne cesseront jamais d'avoir des rêves. C'est là la volonté du Ti, ou si vous préférez la volonté du Dream. Une volonté permettant à tous ceux et celles qui la portent de réaliser leurs rêves quelle que soit la difficulté. Qu'il soit bon ou mauvais, un rêve reste un rêve. Et c'est cela que l'ancien royaume a compris. Ils ont rêvé jusqu'à réussir à donner naissance aux fruits du démon, aux armes antiques et à bien d'autres choses. C'est là le péché qu'ils ont commis. Le péché partagé par les dits et l'ancien royaume. Voilà pourquoi ils n'avaient nul égal dans le monde. Leurs rêves les ont poussés à créer des armes capables de réunifier le monde si bien utilisées ou de le détruire si mal utilisées. Mais donner naissance à de tels rêves n'est pas sans conséquence, car les fruits ont subi la colère de la mer par une malédiction et par un autre phénomène. Une créature endormie qui existait depuis la nuit des temps et qui apporte la fureur des eaux et des mers primordiales. Cette créature porte le nom Léviathan. Si vous ne connaissez pas cette créature, elle apparaît dans la Bible comme étant les forces marines personnifiant le chaos. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est la similarité qu'il partage avec les nombreux mythes d'Apophis, de Lotan ou du serpent Jormungand. Dans toutes ces légendes, ils sont pour la plupart représentés par un serpent provenant de la mer qui s'abat sur le monde. Nous savons qu'Oda aime bien s'inspirer de récits et légendes, donc il ne serait pas étonnant qu'il s'inspire de ce monstre primordial. Le Léviathan serait alors ce serpent qui a corrompu les autres royaumes à se retourner contre l'ancien royaume à cause des rêves qu'ils engendraient. Bien évidemment, ce monstre prit forme humaine et se fit connaître plus tard sous le nom de Imu Neona. Il existe de nombreuses théories sur ce personnage rien qu'en se basant sur son nom, qui nous indique deux créatures, le Umibozu ou la Nureona. Umibozu pour sa silhouette noire à tout moment et Nureona pour sa métamorphose de serpent à femme. Vous connaissez sans doute la Nureona et vous savez qu'elle possède un corps de serpent à tête de femme. C'est sans doute la Nureona qui justifie mon choix de métamorphose du Léviathan en une femme pour détruire ce que l'ancien royaume était en train de faire inconsciemment. Mais pour assurer une victoire aux 20 royaumes, il leur fallait retirer de l'équation les armes antiques, car elles étaient bien trop puissantes. Pluton, Poséidon et Uranus. Et de la même manière que le serpent a corrompu Ève dans le jardin d'Éden, Imu corrompa Néfertari dit Lily, et mit par la même occasion l'arme antique Uranus de son côté. À partir de ce moment, on connaît tous l'histoire.
Joy Boy et son équipage ont perdu, l'ancien royaume a été détruit avec toutes ses découvertes et les armes antiques, Pluton et Poséidon ont disparu. Quant à Uranus, elle est tombée aux mains d'un vainqueur, l'alliance d'un vain royaume au même titre que Néfertari dit Lily. Il était temps à présent pour eux de fonder le gouvernement mondial et de tous s'installer à Marie-Joie, où là-bas, le portrait des 20 royaumes de l'Alliance fut installé. Voilà pourquoi au chapitre 1116, on pouvait apercevoir le portrait de Lily. Il est donc clair que le portrait des 19 autres rois se trouve aussi au château de Pangéa. Maintenant, il reste encore plusieurs questions sans réponse, comme par exemple la disparition de Néfertari Lily, ou encore le lien qui relie Imu et le Gorosei. Et à partir de ce moment, je ne vais pas vous mentir, mais je pars sur des explications un peu farfelues, mais qui pourraient avoir du sens. Comme par exemple, la possibilité qu'Imu ait donné l'ordre à Néfertari de détruire les poneglyphes, étant elle une Di. Mais au lieu de cela, elle les aurait éparpillés, raison pour laquelle elle qualifie l'incompétence de cette dernière devant Cobra. Mais ce qui paraît encore plus fou, c'est qu'elle n'ait pas utilisé le Nikyu no Mi comme certains le pensent, mais le OP-OP. On sait que les alliés d'il y a 800 ans possédaient des pouvoirs et des forces encore jamais vus dans l'univers de One Piece. On a pu en être témoin avec le nœud de Joy Boy, alors il ne serait pas étonnant que Lily en fasse de même avec le OP. Ce serait sûrement elle qui aurait accordé l'immortalité à Imu en utilisant l'opération de jouvence. Nous savons que cette opération offre la vie éternelle, mais nous ne savons pas si cette vie éternelle empêche de mourir de vieillissement ou de blessure, ou même les deux à la fois. Car si c'est le premier choix, cela expliquerait sans doute le fait qu'Imu se sert du Gorosei pour accomplir sa volonté, car elle aurait pris conscience qu'elle pourrait mourir dans un combat. De cette façon, elle pourrait continuer à veiller sur la mission d'empêcher les rêves des Di de se réaliser, au risque de causer la destruction du monde. C'est peut-être pour cela que face à Cobra, elle dit « Les Di sont nos ennemis et non mon ennemi ». Bon, si je veux en plus de cela parler du Gorosei, la vidéo ne se terminera pas d'aussitôt. C'est pour cela que je préfère laisser ce sujet à une autre vidéo. Mais je compte terminer cette vidéo avec ceci. Au chapitre 1115, Vegapunk nous dit qu'il préférerait dire qu'il s'agissait d'un choc entre deux façons de penser, plutôt qu'un affrontement entre le bien et le mal. Et toute cette phrase prendrait son sens dans cette théorie. Deux manières de penser. L'un qui rêve sans connaître la dangerosité de leurs rêves, et l'autre voulant empêcher l'aboutissement des rêves au risque de tout perdre.